Ma femme m'a dit que j'avais de la chance qu'elle me laisse même la toucher après 23 ans de mariage. Cette nuit-là, j'ai laissé une boîte en bois sur son oreiller. Elle n'a pas dormi pendant 3 jours. Vous voyez, je ne suis pas seulement un mécanicien. Je suis un ingénieur industriel qui résout des problèmes. Et ma femme infidèle vient de devenir mon plus grand projet. Je m'appelle Dwayne Shepard. J'ai 51 ans et je suis propriétaire d'un petit mais prospère atelier de réparation d'équipements industriels à Columbus, Ohio. Pendant 23 ans, j'ai cru avoir le mariage parfait. Ma femme Irène vendait de l'immobilier de luxe. Je réparais des machines qui maintenaient les usines en activité et nous avons construit ce qui ressemblait au rêve américain de l'extérieur. Le moment où tout a changé s'est produit un mardi soir de mars. Je venais de rentrer chez moi après une journée de 12 heures à réparer une presse hydraulique cassée à l'aciérie. Mes mains étaient encore noires de graisse malgré les avoir frottées à vif dans l'évier de l'atelier. Irène était dans notre dressing en train d'essayer une robe chic pour un autre de ses dîners avec des clients. « Salut chérie », ai-je dit en m'approchant pour lui donner un baiser rapide sur la joue. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle a reculé comme si je portais la peste, son visage se tordant de dégoût. « Dwayne, ne me touche pas quand tu es aussi sale. » J'ai regardé mes vêtements de travail, un jean propre et une chemise fraîche que j'avais enfilée avant de quitter l'atelier. Je ne suis pas si sale, je me suis nettoyé avant de rentrer à la maison. Irène a levé les yeux au ciel et a ajusté l'encolure de sa robe dans le miroir. Tu sens toujours l'huile de moteur et les copeaux de métal. Honnêtement, tu as de la chance que je te laisse même me toucher la plupart du temps. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse à l'estomac. De la chance. Comme si j'étais un mendiant désespéré, reconnaissant des miettes d'affection de ma propre femme. Je suis resté là un moment, la regardant se préparer pour une autre soirée avec des clients, tout en traitant son mari comme un employé. J'ai hoché lentement la tête en gardant ma voix égale. Tu as raison, je devrais connaître ma place. Quelque chose dans mon ton l'a fait me regarder brusquement, mais je m'éloignais déjà. Cette nuit-là, pendant qu'elle se préparait pour un autre dîner d'affaires qui se prolongerait au-delà de minuit, je me suis assis dans mon atelier derrière la maison. L'endroit où je construisais des outils de précision de mes propres mains, où je résolvais des problèmes qui déconcertèrent des ingénieurs 2 fois plus jeunes que moi. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement de la chance de la toucher. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait été malchanceuse de me sous-estimer. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête de la manière dont tout homme intelligent le ferait, en créant une version complètement différente de moi-même. Pendant qu'Irène était à son cours de yoga, j'ai créé un nouveau compte de messagerie et des profils sur les réseaux sociaux pour Marcus Wellington, un riche entrepreneur en technologie de Seattle, cherchant à investir dans l'immobilier à Columbus. J'ai utilisé des photos d'archives d'un type élégant en costume cher et j'ai élaboré une histoire qui ferait saliver n'importe quel agent immobilier, une société de logiciels vendue pour 50 millions de dollars, cherchant à se diversifier dans des propriétés de luxe, un acheteur au comptant sans condition de financement. Le genre de client qui remplirait le quota de commission d'Irène pour toute l'année. Mon atelier avait tout ce dont j'avais besoin. 23 ans à réparer des équipements industriels vous en apprennent plus que sur l'hydraulique et les systèmes électriques. J'avais installé des caméras de sécurité pour la moitié des usines de la ville, mis en place des réseaux informatiques et même aidé le service de police avec des travaux de criminalistique numérique. Créer une fausse présence en ligne était un jeu d'enfant comparé à la reconstruction d'une machine CNC à partir de zéro. En 2 heures, Marcus Wellington avait un profil LinkedIn montrant des liens avec de vrais cadres de la tech, une page Facebook avec des publications soigneusement sélectionnées sur des entreprises commerciales et même quelques mentions plantées sur des forums d'investissement. Je me suis assuré d'inclure des détails subtils, des photos de montres chères, des mentions désinvoltes de voyages en jet privé, le genre de miettes de pain qui accrocherait quelqu'un comme Irène. Ce soir-là, Alice rentrait du travail avec cet enthousiasme familier et faux qu'elle utilisait lorsqu'elle vendait quelque chose à quelqu'un. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» a demandé Irène sans vraiment écouter alors qu'elle faisait défiler son téléphone. « Comme d'habitude », ai-je répondu en la regardant par-dessus ma tasse de café. J'ai réparé un ensemble de roulements qui avait bloqué toute la chaîne de production. Rien d'aussi excitant que ton monde. Elle a à peine levé les yeux. « Madame, j'ai de nouveaux prospects qui arrivent cette semaine. Ça pourrait être gros. » J'ai hoché la tête et je suis retourné à mon journal, mais à l'intérieur, je calculais. D'ici demain après-midi, Marcus Wellington se glisserait dans ses messages privés avec un intérêt pour les propriétés les plus exclusives de Columbus. Le genre d'affaires qui lui ferait croire qu'elle avait gagné à la loterie. La beauté de l'ingénierie sociale, c'est qu'elle fonctionne mieux sur les personnes qui se croient trop intelligentes pour s'y laisser prendre. Irène se vantait de savoir lire les gens, de savoir distinguer un vrai client d'un simple curieux,
Mais tout le monde a des angles morts, et le sien était la cupidité enveloppée dans un emballage de créateur. J'ai passé le reste de la soirée à peaufiner le profil de Marcus en ajoutant juste assez de détails authentiques pour passer une vérification d'antécédents de base. Demain, je commencerai à pêcher. Et connaissant l'appétit de ma femme pour les clients riches, je n'aurai pas à attendre longtemps pour qu'elle morde à l'hameçon. Après tout, elle avait clairement indiqué que je devais être reconnaissant de son attention. Il était temps de voir à quel point elle serait reconnaissante de l'intérêt de Marcus Wellington. Marcus Wellington a pris contact le mercredi matin. J'ai parfaitement choisi le moment. J'ai envoyé la première demande via le site web de l'entreprise d'Irène à 9h47, juste au moment où elle vérifierait ses emails avec son premier café. Le message était professionnel mais intriguant. Un entrepreneur en technologie cherchant à délocaliser ses activités commerciales à Columbus. Intéressé par des propriétés de luxe pour une résidence personnelle et pour des réceptions d'entreprise. La réponse est venue plus vite que prévu. Irène m'a appelé à l'atelier 20 minutes plus tard, sa voix vibrant pratiquement d'excitation. « Dwayne, je viens de recevoir la demande la plus incroyable », a-t-elle dit, se contenant à peine. « Ce pourrait être l'affaire de l'année. »« Ah, c'est super chérie », ai-je répondu en m'essuyant le liquide hydraulique des mains. Un nouveau client, Marcus Wellington. C'est un magnate de la technologie de Seattle. Il a vendu son entreprise pour 50 millions de dollars et veut acheter ici à Columbus. Il a spécifiquement demandé nos listes premium. J'ai fait des bruits d'impression appropriés tout en notant mentalement à quelle vitesse elle avait avalé l'appât. On dirait un gros poisson. Quand le rencontres-tu? Il veut commencer par une consultation virtuelle aujourd'hui, puis venir en avion ce week-end pour voir des propriétés, a dit Irène. Je vais libérer tout mon emploi du temps. Cette commission pourrait payer la rénovation de la cuisine dont nous parlons. La rénovation de la cuisine dont je parle, voulait-elle dire. Mais j'ai laissé passer. Cet après-midi-là, j'ai regardé à travers les caméras de sécurité que j'avais installées dans notre bureau à domicile pendant qu'Irène se préparait pour un appel vidéo avec Marcus. Elle a changé de tenue 3 fois, s'est remaquillée et a même allumé une bougie parfumée pour créer la bonne ambiance. L'effort qu'elle a mis pour impressionner un étranger qu'elle n'avait jamais rencontré était plus que ce qu'elle avait investi dans notre mariage depuis des années. L'appel vidéo s'est déroulé exactement comme prévu. J'avais utilisé un logiciel de changement de voix et un arrière-plan virtuel montrant un penthouse élégant de Seattle. Marcus Wellington était charmant instruit et surtout prêt à dépenser beaucoup d'argent. Il a complimenté l'expertise d'Irène, a posé des questions réfléchies sur le marché de Columbus et a laissé tomber des mentions désinvoltes de son jet privé et de son portefeuille d'investissement. À la fin de l'appel, Irène ronronnait presque. Elle a immédiatement commencé à rechercher les propriétés les plus exclusives de Columbus, à appeler des contacts pour des listes hors marché et à planifier un itinéraire qui mettrait en valeur tout ce que la ville avait à offrir. Ce soir-là, elle était plus animée que je ne l'avais vue depuis des mois. « Marcus est incroyable », s'est-elle exclamée pendant le dîner. « Il est jeune, il a réussi, et il apprécie vraiment l'expertise, pas comme certains clients qui vous font perdre votre temps. » J'ai hoché la tête jouant le mari compréhensif. « Il a l'air parfait pour toi. » Le double sens lui est passé complètement au-dessus de la tête. Elle était déjà trop plongée dans le fantasme pour le remarquer. Le deuxième appel de Marcus Wellington est arrivé vendredi soir, juste au moment où Irène se préparait pour un autre mystérieux dîner. J'ai regardé depuis mon atelier pendant qu'elle prenait l'appel dans la chambre, sa voix baissant à un ton plus intime que ne l'exigeait une conversation d'affaires. « Bien sûr, je comprends le besoin de discrétion », disait-elle en enroulant ses cheveux, comme une écolière. Les clients très fortunés nécessitent un traitement spécial. J'avais programmé Marcus pour qu'il soit tout ce qu'Irène trouvait irrésistible, réussi, mystérieux et surtout intéressé par plus que l'immobilier. Grâce à des conversations soigneusement élaborées, je construisais un profil qui révélerait exactement le genre de femme que j'avais épousée. L'équipement d'enregistrement que j'avais installé dans la maison était du matériel de qualité militaire que j'avais acquis grâce à des contacts à l'usine de défense. Chaque conversation était capturée en audio numérique d'une clarté cristalline avec horodatage et tout le reste. Mais la véritable percée est venue lorsqu'Irène a commencé à envoyer des SMS à Marcus entre les appels. Elle lui avait donné son numéro personnel pour les questions immobilières urgentes. Mais les messages qui ont commencé à affluer étaient tout sauf professionnels. Les captures d'écran de ces SMS ont révélé un côté de ma femme que je n'avais jamais vu. Coquette, désireuse de plaire et de plus en plus personnelle dans ses révélations. D'habitude, je ne partage pas ça avec mes clients, a-t-elle texté. Mais mon mari ne comprend tout simplement pas l'ambition. Il se contente de réparer des machines pendant que je construis un empire. Marcus a répondu avec le juste mélange de sympathie et d'encouragement.
On dirait que vous méritez quelqu'un qui apprécie votre dynamisme. Vous n'avez aucune idée, a été sa réponse, suivie d'une photo d'elle-même dans une robe noire qu'elle prétendait être pour des dîners avec des clients. Le samedi matin, j'avais assez de preuves numériques pour remplir une clé USB, mais je n'avais pas encore fini. Le lien familial que j'ai découvert allait ajouter une toute nouvelle dimension à cette enquête. En faisant des recherches sur les antécédents d'Irène pour le personnage de Marcus, j'étais tombé sur quelque chose d'intéressant dans les archives du comté. Son père, Robert Caldwell, avait été impliqué dans une affaire qui a détruit l'entreprise de construction de mon père en 1987. Papa ne m'a jamais raconté toute l'histoire avant de mourir, juste qu'un promoteur immobilier l'avait escroqué du paiement d'un projet majeur. Je savais maintenant pourquoi le nom de famille d'Irène m'avait semblé familier lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Sa famille avait l'habitude de profiter des hommes travailleurs. La pomme, semble-t-il, n'était pas tombée loin de l'arbre. Cet après-midi-là, pendant qu'Irène se préparait à l'arrivée de Marcus Wellington à Columbus, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait plus seulement de son infidélité. Il s'agissait de régler une dette vieille de 36 ans. La famille Caldwell était sur le point d'apprendre que certaines factures finissent par être payées avec intérêt. Le samedi soir est arrivé avec le poids de l'inévitable. Irène avait passé toute la journée à se préparer pour la prétendue arrivée de Marcus Wellington à Columbus, choisissant sa tenue comme si elle allait rencontrer la royauté au lieu de faire des affaires. Elle avait opté pour une robe bleu marine qui épousait ses courbes juste comme il faut, associée à des talons qui ajoutaient 7,5 cm à sa taille et environ $500 à ce qu'elle pensait valoir. « Marcus m'emmène dîner au Metropolitan », a-t-elle annoncé en vérifiant son maquillage une dernière fois. Il veut discuter du potentiel d'investissement autour d'un vrai repas. Le Metropolitan était le restaurant le plus cher de Columbus, le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en courses pour une semaine. C'est aussi là que je lui ai demandé sa main, il y a 23 ans, à l'époque où elle me regardait encore comme si j'avais de l'importance. « T'as l'air merveilleux, chérie », ai-je répondu, ma voix aussi stable que le granit. « Tu es magnifique », elle a souri. Le genre de sourire qui me faisait autrefois battre le cœur, mais qui maintenant me rappelait simplement à quel point elle pouvait bien jouer la comédie quand cela servait ses intérêts. Ne m'attends pas. Ces dîners d'affaires peuvent se prolonger surtout avec des clients du niveau de Marcus. Après son départ, je suis allé à mon atelier et j'ai récupéré la boîte en bois que j'avais fabriquée ces 2 dernières semaines. Elle n'était pas grande de la taille d'une boîte à bijoux, mais je l'avais construite avec la même précision que j'apportais à chaque projet. Chaînes massives charnières en laiton, un intérieur doublé de feutre avec des compartiments personnalisés pour les preuves que j'avais recueillies. À l'intérieur, j'ai placé les captures d'écran imprimées de ces conversations textuelles avec Marcus Wellington, chacune plus accablante que la précédente. Ses plaintes sur notre mariage, ses flirts avec un homme qu'elle croyait pouvoir améliorer son style de vie, et surtout, sa confession, qu'elle se contentait depuis des années de quelqu'un qui n'était pas à sa hauteur. La clé USB contenant les enregistrements audio est allée dans le 2e compartiment avec une chronologie imprimée de ses mensonges sur les dîners avec des clients et les voyages d'affaires. Mais la pièce maîtresse était une note manuscrite sur mon papier à en-tête d'entreprise. Le même papier à en-tête que mon père avait utilisé pour son entreprise de construction avant que Robert Caldwell ne la détruise. « Irène, » disait la note, « tu m'as dit un jour que j'avais de la chance, que tu me laisses te toucher. Ce soir, tu découvriras à quel point tu as été malchanceuse de me sous-estimer. L'homme avec qui tu as échangé des messages n'existe pas, mais les preuves de ta trahison, si. Tu as jusqu'à lundi matin pour décider si tu veux que cela reste entre nous ou que cela devienne public. Choisis judicieusement. Ton mari dévoué, Dwayne. » J'ai posé la boîte sur son oreiller, là où elle la verrait dès qu'elle entrerait dans notre chambre. Puis je me suis assis dans mon fauteuil en bas et j'ai attendu. Une tasse de café noir refroidissant dans mes mains, tandis que la pendule du couloir marquait chaque minute qui passait. Elle est rentrée à 23h43, ses talons claquant sur le parquet avec le rythme de quelqu'un qui pensait avoir réussi à tromper son mari une fois de plus. Je l'ai entendue monter les escaliers la pause lorsqu'elle a atteint la porte de sa chambre, puis le silence qui s'est prolongé pendant ce qui a semblé des heures. Quand les pleurs ont commencé, j'ai su qu'elle avait ouvert la boîte. Les pleurs ont duré jusqu'à 3h du matin. Je le sais parce que je suis resté éveillé à écouter chaque sanglot, chaque inspiration saccadée, chaque moment où elle a pensé qu'elle pourrait être assez courageuse pour descendre et m'affronter. Elle ne l'a jamais fait. Le dimanche matin a amené une Irène différente à notre table de cuisine. Fini l'agent immobilier confiant qui avait manipulé des clients fortunés et méprisé la valeur de son mari.
À sa place se trouvait une femme qui semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit, les yeux rougis et les mains tremblantes, alors qu'elle versait un café qu'elle ne boirait pas. « Nous devons parler », a-t-elle dit sa voix, à peine plus qu'un murmure. J'ai levé les yeux de mon journal, gardant une expression neutre. « À propos de quoi ? Tu sais de quoi ?» Elle a resserré sa robe de chambre autour d'elle, comme si cela pouvait la protéger de la conversation que nous savions tous les deux imminente. La boîte les messages. Comment as-tu... Qui est Marcus Wellington ? J'ai plié le journal avec soin, la regardant dans les yeux pour la première fois depuis des mois avec une honnêteté totale. Marcus Wellington est exactement ce que tu voulais qu'il soit, Irène. Riche, prospère et complètement indifférent au travail manuel. La seule différence, c'est qu'il n'est pas réel. Son visage est devenu blanc. Tu m'as piégé, ta propre femme. Je t'ai donné exactement ce que tu demandais, ai-je répondu en me levant pour remplir ma tasse de café. Quelqu'un qui appréciait ton expertise comprenait tes ambitions et te faisait sentir supérieur à l'homme que tu as épousé. Le fait que tu y aies cru si complètement en dit long sur où se trouve vraiment ton cœur. Elle s'est remise à pleurer, mais ce n'étaient encore pas les sanglots désespérés de la nuit dernière. C'étaient des larmes calculées, du genre qu'elle utilisait pour se sortir d'une contravention ou négocier de meilleures affaires. Je les avais vues trop de fois pour en être ému maintenant. « Dwayne, s'il te plaît », a-t-elle plaidé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais seule et il semblait me comprendre d'une manière que ton mari ne comprend pas. J'ai terminé pour elle. Parce que selon tes messages, je ne suis qu'un mécanicien graisseux qui a de la chance de te toucher. Tu te souviens d'avoir dit ça. Les mots l'ont frappée comme un coup physique. Elle avait oublié cette cruauté désinvolte dans la buanderie, mais j'en avais enregistré chaque variation dans nos conversations textuelles. Chaque plainte de se contenter de moins, chaque souhait de quelque chose de mieux, chaque moment où elle a traité notre mariage comme un lot de consolation. J'étais frustré, a-t-elle murmuré. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, ai-je dit en me rasseyant et en ouvrant mon journal. La seule chose que tu regrettes, c'est de t'être fait prendre. Mais voici ce qui va se passer maintenant, Irène. Tu vas découvrir que les jeux psychologiques fonctionnent dans les deux sens. Cet après-midi-là, j'ai rendu visite au docteur Sarah Morrison, la conseillère conjugale qu'Irène voyait secrètement depuis 6 mois. Non pas en tant que son mari cherchant une thérapie, mais en tant que nouveau client nommé David Shepard, récemment divorcé, et luttant avec des problèmes de confiance après l'infidélité de mon ex-femme. L'ironie ne m'a pas échappé que j'utilisais une conseillère conjugale pour détruire mon mariage. Mais cette Dr Morrison était exactement ce dont j'avais besoin, une professionnelle qui pourrait m'aider à comprendre la psychologie de ma femme, tout en me donnant, sans le savoir, des munitions pour la guerre qu'elle avait commencée. Le cabinet du Dr Sarah Morrison est devenu ma mission de reconnaissance hebdomadaire sous l'identité de David Shepard. J'ai appris plus sur la psychologie de ma femme en 3 séances que je ne l'avais fait en 23 ans de mariage. Le médecin, sans le savoir, a révélé les insécurités les plus profondes d'Irène, sa peur d'être ordinaire, son besoin de validation externe et surtout, sa tendance à rechercher cette validation auprès de riches clients masculins. Ma patiente précédente luttait avec des problèmes similaires, a déclaré le docteur Morrison lors de notre 4e séance. Elle se sentait piégée dans un mariage qui ne correspondait pas à son image de réussite. Malheureusement, elle a commencé à chercher la validation à travers des relations inappropriées avec des personnes fortunées dans sa sphère professionnelle. Mon sang s'est glacé. Elle parlait d'Irène sans s'en rendre compte. Quel genre de relations inappropriées ? Ai-je demandé en gardant ma voix cliniquement curieuse. Des services personnels en échange d'accords commerciaux exclusifs, a-t-elle répondu en consultant ses notes. Cela a commencé comme un flirt inoffensif, mais s'est intensifié lorsqu'elle a réalisé à quel point les hommes riches étaient prêts à payer pour la discrétion. Ce soir-là, j'ai confronté Irène directement. Elle était dans la cuisine, feignant la normalité, alors que son monde s'effondrait autour d'elle. Les preuves que j'avais recueillies sur Marcus Wellington n'étaient que le début. Maintenant, je devais savoir pour les autres. Nous devons discuter des services que tu offres à tes clients, ai-je dit en posant ma tasse de café avec une précision délibérée. Le visage d'Irène est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Robert Chun, le directeur pharmaceutique. David Martinez, le gestionnaire de fonds spéculatifs. Dois-je continuer ? Ou préfères-tu expliquer pourquoi tes rendez-vous avec des millionnaires mariés ont toujours lieu dans des chambres d'hôtel ? Elle s'est effondrée sur une chaise comme si ses ficelles avaient été coupées. Comment as-tu... Je suis un ingénieur industriel, Irène. Je résous les problèmes en analysant les schémas. Ton schéma est de coucher avec des clients mariés pour obtenir des avantages commerciaux. Je me suis assis en face d'elle, ma voix aussi stable que l'acier.
La question est maintenant de savoir si leur femme mérite moins de savoir pour quel service elle paie vraiment. La confession est sortie à flot. 3 ans à échanger des faveurs sexuelles contre des inscriptions exclusives des informations privilégiées sur les développements à venir et des présentations à d'autres clients fortunés. Elle avait bâti tout son succès récent sur son corps, puis était rentrée à la maison pour me faire la leçon sur l'ambition et le fait de se contenter de moins. Ça a commencé innocemment, a-t-elle murmuré, juste du flirt pour conclure des marchés, mais ensuite, Robert m'a offert ce projet de développement pharmaceutique si j'étais accommodante. La commission était de 60 000 $, Dwayne. Plus que ce que tu gagnes en 6 mois. J'ai hoché la tête calmement. Et Martinez, il m'a donné des informations privilégiées sur le projet de rénovation du centre-ville. J'ai gagné 300 000 $ de commission parce que je savais quelle propriété cibler en premier. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Non, ai-je répondu en me levant. Tu l'as fait parce que tu es exactement comme ton père. Tu prends des raccourcis, tu utilises les gens et tu te convaincs que c'est justifié parce que tu es spécial. Cette nuit-là, j'ai compilé une liste de tous les clients qu'elle avait mentionnés ainsi que les coordonnées de leurs épouses. La famille Morrison avait détruit des entreprises honnêtes pendant des générations. Il était temps que leurs victimes ripostent. Le lundi matin a marqué le début de la destruction professionnelle d'Irène. J'avais passé le week-end à préparer des paquets anonymes pour 5 épouses différentes, chacun contenant des preuves des arrangements de leur mari avec ma femme. Des photos des reçus d'hôtel, des captures d'écran de messages, textent tout ce qu'il fallait pour prouver que leur mariage était subventionné par les services d'Irène. Le premier appel est arrivé à 9h23. La voix de Madame Sheen était d'une fureur glaciale alors qu'elle exigeait de parler à Irène de sa conduite professionnelle. Le deuxième appel a suivi 20 minutes plus tard, la femme de Martinez menaçant d'une action en justice. À midi, le téléphone d'Irène sonnait constamment avec des avocats des conjoints en colère et d'anciens clients essayant désespérément de contenir le scandale. « Ohara, ils m'appellent tous une prostituée », sanglotait Irène arpentant notre salon comme un animal en cage. Ma réputation est ruinée. L'agence de courtage a lancé une enquête. J'ai levé les yeux de mon journal. Mon expression a changé. Les actions ont des conséquences. Tu as bâti ton succès sur la tromperie, et maintenant, les fondations s'effondrent. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle accusé, son chagrin se transformant en rage. Tu as détruit ma carrière parce que tu ne supportais pas d'avoir une femme qui réussit. J'ai très bien supporté d'avoir une femme qui réussit, ai-je répondu calmement. Ce que je ne pouvais pas supporter, c'était d'avoir une femme qui traitait notre mariage comme une transaction commerciale, tout en se vendant au plus offrant. Le scandale s'est répandu dans la communauté immobilière de Columbus comme une traînée de poudre. Les anciens clients d'Irène se sont éloignés. Ses collègues chuchotaient dans les coins et son agence a commencé discrètement à transférer ses inscriptions à d'autres agents. Le mercredi, elle a reçu une suspension officielle en attendant le résultat de plusieurs enquêtes éthiques. Cet après-midi-là, elle a tenté une dernière tactique de manipulation. Elle s'est habillée de sa tenue la plus conservatrice et s'est approchée de moi avec une humilité qu'elle aurait dû montrer des années auparavant. « Dwayne, s'il te plaît », a-t-elle supplié. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça. Je quitterai l'immobilier. Nous pouvons recommencer ailleurs. Je serai la femme que tu mérites. » J'ai posé mes outils et je l'ai regardée directement. La femme que je méritais n'aurait pas eu besoin d'être prise sur le fait pour me traiter avec respect. La femme que je méritais n'aurait pas bâti sa carrière sur son dos en traitant son mari de chanceux de la toucher. « J'avais tort, » a-t-elle murmuré. « Je le vois maintenant. Ne pouvons-nous pas essayer une thérapie? Ne pouvons-nous pas reconstruire ce que nous avions? » Ce que nous avions été construit sur un mensonge, ai-je répondu. Tu m'as épousé parce que tu pensais que je serais assez reconnaissant pour tout ignorer. Mais tu as sous-estimé quelque chose de crucial. Je ne suis pas seulement un mécanicien qui répare des choses cassées, je suis un ingénieur qui comprend quand quelque chose est irréparable. Ce soir-là, pendant qu'Irène appelait des avocats et tentait de sauver sa carrière en ruine, je me suis assis dans mon atelier et j'ai ouvert un dossier contenant les vieux documents commerciaux de mon père. Demain, je contacterai directement la famille Morrison. Robert Caldwell avait utilisé des subtilités juridiques pour détruire l'entreprise de construction de mon père il y a 36 ans. Sa fille avait hérité de son mépris pour le travail honnête, mais elle avait aussi hérité de sa vulnérabilité à l'exposition. Les péchés du père étaient sur le point d'être visités sur la fille avec des intérêts composés sur des décennies d'attente de justice. La fin est arrivée un jeudi matin d'octobre, exactement 8 mois après qu'Irène m'ait dit que j'avais de la chance de la toucher. Elle se tenait dans notre cuisine avec 2 valises et l'expression brisée de quelqu'un qui n'avait finalement plus de mensonges à se raconter.
L'agence de courtage a résilié ma licence, a-t-elle dit la voix creuse. Le Conseil d'État examine ma certification. 3 des épouses portent plainte au pénal pour extorsion. J'ai versé mon café avec des mains stables, les mêmes mains qu'elle avait un jour qualifiées de « chanceuses de la toucher ». Et Robert Caldwell, l'implication de son père, avait été le dernier clou dans son cercueil professionnel. Lorsque je l'ai contacté directement avec des preuves des activités de sa fille, le vieil homme avait essayé d'utiliser ses relations politiques pour étouffer le scandale. Au lieu de cela, il avait attiré l'attention sur ses propres pratiques commerciales, douteuses, déclenchant des enquêtes qui remontaient à des décennies. « Papa est sous enquête fédérale », a-t-elle murmuré. Ils examinent chaque projet de construction qu'il a touché depuis les années 1980. Le délai de prescription pourrait ne pas le protéger des accusations de fraude. J'ai hoché lentement la tête. La justice différée n'était pas la justice refusée après tout. « J'ai besoin d'argent », a poursuivi Irène, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Assez pour disparaître. Recommencer ailleurs. Tu me dois bien ça. »« Je ne te dois rien », ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. « Mais je te ferai la même offre que ton père a faite au mien. Tu peux avoir exactement ce qu'il a payé à ma famille pour 3 mois de travaux de construction. » Elle m'a regardé fixement, la compréhension se dessinant sur ses traits. « Rien. Rien, ai-je confirmé. Ce qui est exactement ce que tu as apporté à ce mariage, au-delà du mépris pour l'homme qui t'aimait. » Les papiers du divorce avaient été déposés des semaines auparavant, ainsi que des preuves qui rendaient tout règlement impossible. Adultère, pratique commerciale, inappropriée, fraude. Les tribunaux ne lui laisseraient rien d'autre que la dette de ses frais de justice. « J'avais tort », a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « Je le vois maintenant, ne pouvons-nous pas recommencer? Je serai différente. J'apprécierai ce que nous avions. » J'ai posé ma tasse et je l'ai regardée une dernière fois. Ce que nous avions était construit sur ton mensonge que tu me respectais. Ce que nous avons maintenant est construit sur la vérité que tu ne l'as jamais fait. Je préfère la vérité. Elle a ramassé ses valises avec des mains tremblantes. « Où suis-je censé aller ?»« Ce n'est plus mon problème, » ai-je répondu. « Tu as fait tes choix, Irène. Maintenant, tu dois vivre avec. » Après son départ, je suis allé à mon atelier et j'ai ouvert la boîte en bois qui avait provoqué sa chute. Vide maintenant. Elle reposait sur mon établi comme un monument à une affaire terminée. Je l'avais construite pour contenir des preuves, mais ce qu'elle contenait vraiment, c'était une justice servie froide. La famille Caldwell avait passé des décennies à prendre aux hommes honnêtes. Maintenant, ils avaient appris que certaines dettes se transmettent de génération en génération et que la famille Andrews paie toujours ce qu'elle doit. 6 mois plus tard, j'étais dans le hall de mon atelier agrandi, regardant mon équipe installer des équipements qui doubleraient notre capacité. L'indemnité d'assurance de l'affaire de fraude d'Irène avait fourni un capital inattendu, ainsi que des contrats de 3 grands fabricants qui avaient entendu parler de notre travail de précision. L'identité fictive de Marcus Wellington avait servi un dernier objectif. Des entreprises technologiques légitimes avaient commencé à nous contacter après avoir vu son prétendu soutien aux capacités industrielles de Columbus. Parfois, la fiction devient réalité quand on la construit avec soin. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte. J'avais repeint chaque pièce, donné ses affaires à des œuvres de charité et transformé son bureau en une véritable bibliothèque. L'espace qu'elle avait utilisé pour tromper les clients contenait maintenant les journaux de construction de mon père et mes propres textes d'ingénierie. Un travail honnête documenté par des hommes honnêtes. Le docteur Morrison avait fermé son cabinet après que les violations éthiques eurent été révélées. Apparemment, discuter de patients avec d'autres clients violait plusieurs normes professionnelles, même si cela se faisait sans le savoir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de sa chute. Elle avait été un outil, pas un ennemi. La vraie victoire est venue dans une lettre du bureau du procureur général de l'État. Le procès fédéral de Robert Caldwell inclurait le témoignage de familles, comme la mienne, des entrepreneurs qui avaient été floués de leur paiement des décennies auparavant. La documentation de mon père s'était avérée inestimable pour établir des schémas de fraude qui remontaient aux années 1970. « Papa aurait aimé ça », ai-je dit à voix haute debout dans mon atelier où sa vieille boîte à outils était à côté de mes instruments de précision. Différentes générations, même principe. Construire des choses qui durent. Honorer ses engagements et ne jamais laisser personne vous convaincre que le travail honnête est en quelque sorte inférieur à la manipulation habile. L'anniversaire de notre divorce est arrivé sans fanfare. Je l'ai passé à faire ce que j'avais toujours fait, réparer des choses cassées, résoudre des problèmes qui frustraient d'autres hommes et construire des machines qui survivraient aux personnes qui les faisaient fonctionner.
Ce soir-là, j'ai fabriqué une nouvelle boîte en bois, plus petite que la première, mais avec la même précision. À l'intérieur, j'ai placé une seule photographie de mon père sur le chantier de construction pour lequel Robert Caldwell avait refusé de payer. À côté, j'ai ajouté les derniers documents du tribunal qui avaient accordé des dommages et intérêts à 37 familles que l'organisation Caldwell avait escroquées au fil des ans. La boîte resterait sur mon bureau comme un rappel que la patience n'est pas de la faiblesse, c'est de la préparation. Certaines batailles prennent des décennies à gagner, mais la victoire a un goût plus doux lorsqu'elle est assaisonnée de justice. J'avais 52 ans, je possédais une entreprise florissante et je dormais paisiblement dans une maison construite sur la vérité au lieu de mensonges. Irène avait eu raison sur un point. J'étais chanceux d'être libre.